Eh bien, après le premier exposé de virologie qui était tout à fait passionnant, on va changer de sujet de façon importante et aller plus vers l'économie avec Cécile Bastidon. Et je vais céder la main à Antoine Parent pour le présenter. Antoine est l'animateur de l'équipe Cliométrie de l'Institut des systèmes complexes. Antoine. Bon, merci. Donc, rapidement, je vais présenter d'abord CAC, c'est Cliometry and Complexity, c'est une des 4 équipes d'accueil de l'ICSI. Antoine, il faut que tu parles près de ton micro, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je vais... Donc, c'est l'équipe qui s'appelle CAC. C'est mieux, là? Cliométrie et complexité. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la cliométrie? C'est l'application de modèles économiques enrichis d'applications économétriques à l'histoire. Et l'idée, en créant CAC en 2014, au sein de l'ICSI, c'était d'y ajouter les méthodes de la complexité, donc physique statistique, analyse de réseau, data analytics, théorie du signal, de manière à enrichir notre approche de l'histoire. Donc, pour créer ce que moi j'appelle une sorte de Clio physique, c'est-à-dire l'ambition, c'est d'appliquer, faire de l'éconophysique, mais appliquée à l'histoire. Voilà l'idée de CAC. Alors, Cécile Bastidon, qui va présenter ce papier tout de suite, là, quelques mots pour la présenter. C'est la première, je dirais, en France à avoir fait une HDR en CAC, en cliométrie et complexité. Elle l'a soutenue en 2017 au sein de l'ICSI, à l'ENS Lyon. Elle a déjà 2 belles publis à son actif dans ce champ qui croise cliométrie et complexité, puisqu'elle a publié un working paper NBER appliquant l'analyse de réseau à l'analyse de l'intégration financière. Les NBER working papers, c'est les papiers qui sont les plus lus par les économistes. Voilà. Donc, c'était très important. Et un papier dans Physica également, où elle applique la théorie du signal aux régimes monétaires internationaux. Donc, elle croise véritablement ces 2 champs. Alors, le sujet qu'elle va présenter aujourd'hui et sur lequel elle a travaillé, c'est un sujet sur le Covid. Alors, dans quelle perspective il s'inscrit? Alors, juste comment on est venu à ce sujet, elle et moi. Alors, je suis chercheur affilié à l'OFCE et vous le savez, l'OFCE établit des prévisions, notamment macroéconomiques, sur l'incidence du Covid sur la croissance, bref, toutes sortes d'agrégats macroéconomiques. Et donc, dans la continuité des travaux de l'OFCE, moi, je m'intéresse particulièrement aux conséquences macroéconomiques des pandémies dans l'histoire. Donc, mon souhait, c'était plutôt de traiter cet aspect des choses dans une optique CAC. Donc, on a commencé à aborder ce sujet avec Cécile, mais pour ça, la condition nécessaire, vous l'avez compris, puisque la Clio, c'est l'application de modèles économiques à l'histoire, c'était de regarder quelle est la nature des modèles que l'on a pour analyser l'effet des pandémies sur un plan macroéconomique aujourd'hui. Donc, il fallait d'abord regarder les hypothèses méthodologiques des modèles macro. Et là, je dois dire qu'on n'a pas été au bout de nos surprises. C'est une véritable boîte de Pandore. Or, il est clair que pour identifier la nature à la fois des effets macro et de la nature des réponses des politiques économiques dans l'histoire, il faut savoir comment sont construits les modèles, quelles sont leurs hypothèses. Donc, le travail, c'est un travail que va vous présenter Cécile. C'est une vaste revue de la littérature théorique très récente, puisque c'est les papiers qui sont parus en 2020. Donc, c'est un travail qui est assez considérable et vraiment une étape préparatoire à ce qui constitue pour nous le 2e étage de la fusée, c'est-à-dire analyser les comportements économiques face aux pandémies et les réponses des politiques économiques, et ceci dans l'histoire, les réponses des politiques économiques des pandémies dans l'histoire. Donc, voilà pour la cohérence de ce travail sur les pandémies dans l'histoire que va vous présenter. Là, on n'en est qu'au premier stade, c'est-à-dire analyse des aspects méthodologiques dans les modèles macro. Alors, vous le verrez, c'est une approche très pluridisciplinaire qu'elle a, et c'est l'un des avantages de cette revue de littérature. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation de Cécile. Merci. Cécile, tu peux prendre le contrôle de l'écran. Merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran de suite. Alors, normalement, c'est bon. Vous devez voir mes diapositives en plein écran. Parfait. Alors, bonjour à tous. Et merci avant tout pour l'invitation à m'exprimer aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter des éléments qui sont issus d'un papier avec Antoine Parent, qui vient de s'exprimer. L'article étant
donc apparaître dans le numéro de juin de la revue de l'OFCE. Et le sujet, c'est donc la prise de décision publique dans le contexte de la pandémie de Covid-2019, avec une question centrale qui est non pas comment aplatir la courbe, mais comment aplatir les courbes, celle de la pandémie et en même temps celle de la récession. En sachant que les décisions de politique sanitaire et de politique économique sont indissociables, toujours. Donc, deux exemples très basiques. Premier exemple, les mesures de restriction des contacts, de restriction des déplacements, donc décisions sanitaires, influent sur l'activité économique et même davantage que la pandémie elle-même dans le cas de confinement strict. Deuxième exemple, l'indemnisation des arrêts de travail des malades et des cas contacts aussi, donc décisions économiques, influent sur les décisions des agents de se présenter au travail ou pas, et donc sur la propagation virale. Dans ce contexte, donc, ce que nous faisons, c'est un tour d'horizon des littératures académiques sur lesquelles sont assises les recommandations qui sont faites aux autorités publiques, avec un point de vue d'économiste, mais pas exclusivement, parce que la littérature macro sur les pandémies a explosé au printemps dernier, mais elle reste une littérature jeune, qui est étroite, évidemment, comparée au traitement du sujet dans d'autres champs, sur lesquels elle s'appuie très largement. Alors, en guise d'entrée en matière, donc les chiffres de la pandémie nous sont connus, ils sont annoncés tous les soirs. Les chiffres macro, eux, sont moins bien connus. Donc, voici un premier graphique sur lequel vous voyez les contributions de l'investissement et de la consommation à la croissance. Donc, ce sont les contributions des agents privés, entreprises, ménages. Les autres contributions, la dépense publique en particulier, ne figurent pas ici. On voit différentes zones, donc la Chine qui est représentée en rose et rouge, les économies avancées en bleu, les autres économies émergentes sont représentées en jaune et en orange. Et donc on voit que le choc est complètement en dehors des régularités statistiques. Alors dans le temps long, c'est un peu différent, nous y reviendrons, mais en tout cas ici, par son amplitude et par sa rapidité de diffusion, on voit qu'on passe de la Chine aux autres pays représentés ici en un seul trimestre. C'est un choc qui est exceptionnel. Donc ça, c'est le choc initial. Et maintenant, on a le problème de la sortie de crise. Alors ici, vous avez donc les comparaisons entre les prévisions de trajectoire de croissance de groupes de pays. Donc on a des prévisions qui sont élaborées en 2020, qui sont représentées en pointillés, et on a des prévisions qui sont élaborées en 2021, donc représentées en trait plein, le tout par le Fonds monétaire international. Dans le cas de la Chine, on voit le choc le plus précoce avec une convergence qui est une convergence rapide vers la trajectoire pré-crise, qui est une trajectoire qui elle-même est une trajectoire de croissance rapide. En ce qui concerne les économies avancées, maintenant on a un choc qui est un peu décalé, une convergence qui est un peu retardée, on revient quand même vers une trajectoire de croissance qui elle-même est plus lente. Le point le plus singulier, c'est certainement les économies émergentes, puisqu'ici on voit que le choc est le plus important, mais surtout qu'on n'a pas de convergence vers la trajectoire pré-crise de croissance qui est représentée ici en pointillé. Alors avec évidemment des conséquences à moyen terme pour les économies émergentes et des conséquences aussi à moyen terme nécessairement pour la croissance mondiale. Un dernier graphique pour finir ce premier aperçu. Donc ici, on a des comparaisons entre différentes trajectoires de faillite d'entreprises avec différents chocs qui sont représentés. Donc le confinement du printemps 2020 est en bleu ici. En rouge, vous voyez la récession de 2007-2008 et en jaune, vous voyez un choc composite qui est élaboré à partir d'un ensemble d'autres récessions. Et donc, on voit que non seulement on a moins de faillites pendant la pandémie de Covid, ici en bleu, que pendant les autres crises qui sont représentées, mais en fait, on a même moins de faillites, le nombre de faillites décroît après le début de la pandémie que ce qu'on en avait avant. Alors, pour des raisons qu'on connaît, les politiques monétaires ultra accommodantes des banques centrales, les politiques de soutien massif aux entreprises par les gouvernements. Le problème étant bien évidemment que de très nombreuses faillites seront probablement décalées et non pas évitées. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir en fait en sortie de crise des faillites d'entreprises qui seront des faillites massives. Alors, donc la crise sanitaire qui est majeure se double d'une crise économique qui est majeure également. Elle partage certaines caractéristiques, d'ailleurs l'ampleur du choc initial, la rapidité de la diffusion internationale, les incertitudes sur la sortie de crise, et donc toutes les décisions qui sont prises d'un côté affectent l'autre côté. Pour comprendre, pour tenter d'éclairer en fait cette interaction, une littérature spécifique en macroéconomie s'est développée depuis un an qui consiste en des modèles macro
qui vont inclure des blocs épidémiologiques, donc des modèles mixtes en fait en quelque sorte, et donc cette littérature se trouve ici à l'intersection. Alors sur le schéma, les proportions ne sont pas respectées du tout en fait, quand on fait une recherche basique sur Google Scholar avec des mots-clés très simples. Ici, on va trouver plusieurs millions de résultats, ici on va en trouver plusieurs dizaines de milliers seulement. Et si on restreint la requête en indiquant une date de parution qui est inférieure à 2020, on ne trouve plus que 10% du total des réponses. Alors, donc en plus de l'épidémiologie, la littérature macroéconomique sur le sujet de la pandémie de Covid s'appuie aussi sur d'autres domaines qui s'intéressent au temps long, principalement donc la littérature en histoire économique sur l'impact des pandémies qui remonte aux grandes épidémies du Moyen-Âge. Et elle s'appuie aussi de manière plus marginale sur la littérature en anthropologie et en démographie sur les transitions épidémiologiques qui, elles, remontent en fait aux premières populations humaines. Et donc, le sujet de ce que je vais vous présenter, c'est l'articulation de ces différentes littératures, ce que la littérature mixte macroépidémiologique prend en compte des autres champs, ce qu'elle ne prend pas en compte, donc les périphéries en fait, de cette littérature, en quelque sorte, ses mécanismes, ses résultats principaux. Et pour finir, la littérature macroéconomique sur les pandémies sans propagation virale endogène. Alors, de manière un peu paradoxale, les premiers travaux de macroéconomistes sur le sujet de la Covid sont essentiellement des modèles de propagation virale, donc sur le socle des modèles CIR classiques de Kermack et McKendrick, donc qui expliquent les dynamiques épidémiques en décrivant des processus à plusieurs états avec des probabilités de transition qui dépendent des agents pathogènes. Les modèles macroéconomiques qui sont publiés sous forme de working paper au printemps 2020 reprennent tous ce type de modèle. Et donc ont la particularité de rendre endogènes les probabilités de transition entre les différents états infectieux par rapport au choix de consommation et par rapport au choix d'offre de travail des agents. Et par ailleurs, on va intégrer aussi dans ces modèles des seuils critiques de saturation du système de santé, au-delà desquels on va constater des phénomènes de surmortalité. Ici, vous avez donc un exemple de modèle de ce type. Donc, vous avez des prévisions qui sont associées aux différents états du modèle épidémiologique. Donc, vous voyez ici susceptibles, infectés, décédés, immunisés, auxquels sont associées des prévisions qui, elles, sont de nature économique, donc consommation ici, offre de travail. Et donc, on va avoir une interaction dans ces modèles entre les variables épidémiologiques et les variables macroéconomiques sous différents scénarios. Donc ici, on a par exemple un scénario dans lequel le statut infectieux des agents est inconnu, et on a deux scénarios dans lesquels il est en partie connu et dans lesquels on va appliquer des mesures restrictives qui vont être plus ou moins contraignantes. C'est l'objet principal de ces modèles, de déterminer le niveau et les modalités optimales des mesures contraignantes. Alors, avec une difficulté spécifique, qui est une caractéristique propre à la Covid-19, le statut infectieux des agents n'est pas directement observable. De nombreuses infections sont asymptomatiques. C'est problématique à double titre pour la formalisation. La première raison concerne le modèle de transmission virale lui-même. Ce n'est pas une raison de nature économique. Ici, la difficulté, c'est de paramétrer le modèle et en particulier les transitions entre les différents états du bloc épidémiologique. La deuxième raison, elle, va concerner les recommandations qui sont faites à partir du modèle. Et donc ici, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il est impossible par définition de cibler les mesures contraignantes sur une caractéristique qui est non observable. Alors c'est important de le noter parce que l'information complète est toujours une condition nécessaire de l'optimum. C'est un sujet que les économistes ont l'habitude de traiter dans des situations très diverses. Un cas qui est bien connu, c'est celui de la banque qui accorde un crédit sans savoir de façon certaine ni quel est le risque de l'emprunteur, ni comment le crédit sera employé. Dans tous les cas, quand l'information est incomplète ou asymétrique, au mieux, on peut atteindre un optimum de second rang, c'est-à-dire la meilleure décision possible compte tenu de l'information qu'on détient versus la meilleure décision possible dans l'absolu. Et donc, avant de rentrer dans le détail de comment les modèles macro à bloc épidémiologique appréhendent cette situation particulière d'information incomplète qui est celle de la pandémie de Covid-19, nous allons faire une brève incursion pour voir comment la littérature épidémiologique adjacente l'appréhende, et en particulier la littérature élaborée justement pour décrire la pandémie de Covid-19.
parce que ces modèles permettent eux, de prendre en compte de manière fine cette information incomplète qui est spécifique, en introduisant dans le modèle de propagation virale des états qui correspondent aux infections asymptomatiques. Ils prennent aussi en compte d'ailleurs différents degrés de sévérité des symptômes. Dans la littérature macroéconomique, on a toujours des processus simples à 3 ou 4 états, donc susceptibles, exposés, infectés, immunisés ou décédés. Dans la littérature épidémiologique récente, on a ce qu'on appelle des modèles à états multiples. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, vous avez un premier exemple de modèle à états multiples qui est un modèle de type CIR dans lequel on a 8 états. Donc certains états ne sont pas détectés, d'autres états sont détectés. Certains états sont peu graves, d'autres le sont davantage. Un autre exemple de modèle multi-état de ce type, c'est le modèle ICL, le modèle de l'Imperial College London, qui lui comporte 9 états. Et donc quand on va se déplacer ici du haut à gauche vers le bas à droite, on va passer des états les moins graves aux états les plus graves, avec la capacité à distinguer ceux qui vont nécessiter une hospitalisation, donc soit classique, soit dans des services de soins intensifs. Et c'est l'un des objectifs du modèle ICL d'ailleurs, que d'estimer la demande de services médicaux selon différents scénarios de mesures restrictives. Donc ici, par exemple, vous avez les prévisions de mars 2020. Donc on a la demande de différents types de services médicaux, ici l'hospitalisation classique, et l'hospitalisation en soins intensifs en fonction du nombre d'infections. Dans le dernier graphique ici, figure le nombre de décès en fonction de différents scénarios de mesures restrictives jusqu'à l'absence de restrictions, jusqu'aux restrictions les plus importantes sur les contacts et les déplacements. Et donc ces différents scénarios sont présentés par zone géographique, puisque le modèle est aussi un modèle global. Donc ici, on a des prévisions qui sont présentées par zone, mais le modèle descend en fait au niveau des pays avec une prise en compte de la structure par âge des populations, ce qui permet de faire des prévisions. Donc ici, par exemple, on est en avril 2021, donc c'est le dernier rapport qui est disponible, et dans ce rapport, en fait, on observe les prévisions de surmortalité par tranche d'âge, ici représentées horizontalement, donc pour différents pays, Royaume-Uni, Allemagne, France, en fonction de l'attitude par rapport à la vaccination dans ces différents pays. Alors, tout cela, évidemment, les blocs épidémiologiques des modèles macro ne le prennent pas en compte, les modèles multi-états, parce que la résolution de modèles dynamiques qui comportent des blocs épidémiologiques et macroéconomiques sophistiqués, donc les blocs macroéconomiques sophistiqués, il s'agit de modèles qui comportent des modèles d'optimisation des agents. C'est une question d'une extrême complexité du point de vue de la résolution, et donc les modèles mixtes à dominante macroéconomique comportent des blocs épidémiologiques qui sont stylisés, et réciproquement d'ailleurs. Un autre sujet, en plus de la capacité à prendre en compte les infections asymptomatiques, donc un autre sujet qu'il est difficile d'intégrer au modèle mixte à dominante macroéconomique, c'est le sujet de la topologie des contacts. Les réseaux de contacts humains, de manière générale, quel que soit le niveau qu'on considère, depuis le niveau individuel jusqu'à la ville, au pays, ainsi de suite, sont hétérogènes. Donc c'est vrai des connexions directes, certains nœuds sont très fortement connectés, mais la plupart ne le sont pas. C'est vrai des connexions énergie, certains nœuds sont au voisinage de nœuds qui sont très fortement connectés, d'autres sont véritablement dans des périphéries. Et enfin, c'est vrai des connexions entre communautés. Certains nœuds connectent des communautés qui autrement sont déconnectées, donc ils sont caractérisés par une très forte sensibilité d'intermédiarité. Un exemple qui est relativement connu, c'est celui du réseau de transport aérien mondial, donc ici dans un article qui est publié dans Science en 2018, donc hors période Covid. Et donc le scénario du bas que vous voyez ici, c'est un scénario de réduction du trafic aérien pour réduire la propagation virale. Donc ici, réduction de 30% des liaisons, à partir du critère de plus forte centralité d'intermédiarité des nœuds, et donc c'est un scénario qui aboutit à déconnecter les continents. De manière plus générale, quand les graphes de contact ne sont pas homogènes mais hétérogènes, c'est-à-dire que certains nœuds sont plus connectés et d'autres moins, quelle que soit la définition de la connectivité qu'on retient, la dynamique épidémique va dépendre à la fois du modèle de propagation virale et de la topologie des contacts. Et donc, on a plusieurs manières de le formaliser, depuis la plus basique, ici, l'absence de prise en compte, c'est ce qu'on fait dans les modèles macroéconomiques, jusqu'à la plus élaborée, c'est-à-dire les modèles multi-agents.
en passant par différents stades intermédiaires, donc l'utilisation de caractéristiques démographiques ici, et l'utilisation des topologies de contact, soit au niveau des nœuds, soit au niveau de groupes de nœuds. Donc ici, par exemple, on a des modèles de métapopulation qui décrivent les interactions entre des sous-groupes, les sous-groupes étant associés par des mouvements d'individus, et donc cela à différents pays, la ville, la région, le pays, ainsi de suite. Alors, le résultat général, quand on prend en compte cette hétérogénéité des réseaux de contact de manière très récurrente, donc ce résultat général, c'est l'influence des réseaux de transport sur la propagation virale, et c'est un résultat qui est un résultat transversal à l'épidémiologie, mais aussi à l'économie de la santé. Avec par exemple des effets depuis le court terme jusqu'au long terme du développement des réseaux de transport ferroviaire. C'est un résultat qu'on va retrouver aussi en démographie et en anthropologie. Et ce qui nous intéresse dans ces disciplines, c'est l'hypothèse d'une troisième transition épidémiologique. Alors, la théorie des transitions épidémiologiques, qui est bien connue, relativement bien connue, date du début de la décennie 1970, avec des transitions qui donc délimitent des ères successives, l'ère des pandémies et des famines, qui s'étend jusqu'aux révolutions industrielles. Ensuite, l'ère de l'extinction des pandémies, qui va jusqu'au milieu du XXe siècle, et puis finalement une ère contemporaine de prédominance des maladies dégénératives. Donc vous voyez ici sur le graphique de droite, en particulier pour des populations relativement âgées, l'importance qui est prise par les maladies cardiovasculaires et par les cancers. L'hypothèse de troisième transition épidémiologique est beaucoup plus récente. Elle date, elle, de la fin des années 1990 et elle repose sur la réémergence des maladies infectieuses qui contribueraient significativement à la mortalité des adultes, avec des causes multiples qui sont toutes liées aux effets de court jusqu'au très long terme de l'activité économique. Alors, on évoque par exemple le progrès technique, en particulier pour ce qui concerne les technologies de défrichement, le changement climatique avec l'évolution de la délimitation des écosystèmes, et bien évidemment le développement de réseaux commerciaux et de réseaux de transport dont l'extension est mondiale. Et donc ici, on pense bien évidemment au réseau de transport contemporain, le réseau de transport aérien par exemple, mais on remonte beaucoup plus loin avec en particulier l'étude de l'influence des routes commerciales continentales eurasiatiques établies depuis le 5e siècle par exemple. Alors, pour en finir sur ce sujet, donc une autre raison pour laquelle les économistes s'intéressent à cette hypothèse de troisième transition épidémiologique, c'est que si la réémergence des maladies infectieuses est avérée, l'inexpérience des autorités publiques, alors occidentales en tout cas, face aux pandémies majeures, qui est déjà relativisée par la pandémie de Covid, cette inexpérience pourrait dans un futur proche devenir une expérience habituelle et donc avec des mécanismes de prise de décision qui sont complètement différents de ceux qui sont associés à une crise unique. Alors, voilà donc pour la littérature sur la base de laquelle apparaissent il y a un an des modèles mixtes de pandémie à dominante macroéconomique qui donc prennent en compte la propagation virale de manière endogène avec des blocs dédiés. Et donc, ce sont des blocs stylisés, comme on l'a vu, puisqu'ils ne constituent pas la focalisation principale, qui, elle, est macroéconomique. En termes de filiation, sur le plan méthodo, ces modèles mixtes à dominante macroéconomique sont apparentés au modèle d'évaluation intégrée du changement climatique. Donc ici, vous avez un schéma de synthèse qui est tiré d'un article publié il y a 2 ans dans l'American Economic Review à l'occasion du prix Nobel qui avait été attribué à Paul Romer, donc la relation en fait entre les travaux de Romer et les modèles intégrés de changement climatique réside dans la prise en compte des externalités de la croissance et des effets du progrès technique. Et donc, les modèles d'évaluation intégrée du changement climatique formalisent des interactions circulaires entre la croissance, le changement climatique, ses impacts écologiques et économiques, et finalement l'infléchissement éventuel des politiques environnementales. De manière comparable, les modèles mixtes de pandémie vont formaliser eux aussi des interactions circulaires entre la dynamique épidémique, les choix de l'autorité publique, les choix des agents privés, donc ménages et entreprises, et finalement la dynamique économique. Et donc, ils permettent d'évaluer les effets économiques directs de la pandémie, hausse du nombre de malades, hausse de la mortalité, hausse des dépenses de santé en particulier, les effets économiques indirects, donc l'impact des mesures contraignantes en particulier, qui peut être plus important dans certains cas, nous verrons lesquels, que l'impact direct,
Et finalement, les modèles mixtes, bien sûr, permettent d'évaluer les effets des décisions de politique sanitaire et de politique économique qui sont prises dans le contexte de la pandémie. Ces modèles donc, sont construits sur la notion d'arbitrage qui désigne en général le choix d'un agent économique qui est confronté à des objectifs contradictoires. Dans le domaine macroéconomique, un arbitrage qui est bien connu, c'est celui de la plus ou moins grande préférence de la Banque centrale pour les objectifs de chômage et d'inflation qui ne peuvent pas être atteints simultanément. On a d'autres exemples nombreux dans la littérature récente, par exemple, avec l'arbitrage entre liberté économique et croissance, l'arbitrage entre protection de l'environnement et croissance, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, on a quand même une forme de commensurabilité entre les deux termes de l'arbitrage, et ce n'est pas le cas dans les modèles mixtes de pandémie, qui, eux, formalisent un arbitrage épidémiologique ou sanitaire versus macroéconomique. Donc, d'un côté, on va avoir un nombre d'infections et de décès qui va se réduire quand les mesures contraignantes évitent la saturation des systèmes de santé. Et de l'autre côté, on a donc une récession qui est plus ou moins sévère, plus ou moins durable, davantage quand les mesures contraignantes sont plus extensives, et donc cette récession peut être atténuée ici en bleu par des politiques de relance massive. Donc les deux objectifs sont incommensurables, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les modèles mixtes sont utiles, puisque les littératures spécifiques fournissent des réponses qui concernent leur domaine spécifique, et donc les modèles mixtes seuls permettent d'observer la prise de décision par un gouvernement qui prend en compte les deux objectifs, avec des paramètres de préférence qu'on peut faire évoluer. Donc ces modèles sont bâtis autour du principe de l'optimisation de l'utilité sociale intertemporelle de l'autorité publique, dans laquelle on va prendre en compte, bien évidemment, la valeur d'une perte de vie humaine. Alors, la notion d'utilité sociale intertemporelle en économie est assise sur une littérature qui est extrêmement large. Il s'agit donc d'une mesure collective de satisfaction qu'on obtient en agrégeant les satisfactions individuelles. Ça, c'est donc pour la dimension collective. Et pour la dimension temporelle, on a recours à une somme actualisée dans laquelle on pondère par des facteurs décroissants les mesures qui sont les plus éloignées dans le temps. Donc la difficulté n'est pas en termes de formalisation du point de vue de l'utilité intertemporelle, elle se trouve évidemment du côté de la mesure de la valeur d'une vie humaine. Ce qu'on va trouver dans les modèles mixtes macroéconomiques épidémiologiques, ce sont des formalisations dans lesquelles cette mesure est proportionnelle à la valeur du nombre d'années perdues qu'on va exprimer dans les termes de la mesure de satisfaction qui est choisie dans le modèle, avec l'intuition que ce à quoi une société est prête à renoncer en raison des différents niveaux de mesures contraignantes dépend des prévisions de décès pondérées de cette manière. Une autre question centrale qui n'a pas été évoquée encore, c'est la question de l'optimalité des choix décentralisés comparativement aux choix de l'autorité publique. Autrement dit, est-ce que l'autorité publique fait mieux que les décisions individuelles agrégées des ménages et des entreprises du point de vue du double objectif, épidémiologique ou sanitaire et macroéconomique d'autre part? Et bien évidemment, les mesures contraignantes qui sont prises par l'autorité publique ne peuvent être justifiées que si la réponse est positive. Alors c'est une question qui est centrale, bien évidemment, à la discipline en général, dans l'économie. Elle est posée de manière explicite dans les modèles mixtes. Ici, vous avez un exemple de simulation qui est réalisé à partir de l'un de ces modèles. Donc, on voit les différents états associés au modèle épidémiologique. Les probabilités de transition d'un état à l'autre sont endogènes, c'est-à-dire que dans le modèle, elles dépendent des choix de consommation et d'offres de travail des agents. On va prendre en compte aussi dans le modèle des rendements décroissants des mesures contraignantes du point de vue des interactions qui sont générées par certaines activités. Par exemple, les confinements font décroître davantage les interactions qui sont liées au comportement de consommation que les interactions qui sont liées aux relations de travail ou aux relations familiales. Et donc, dans le modèle, le résultat auquel on parvient, quand on résout les modèles d'optimisation des ménages et des entreprises, c'est celui d'une externalité d'infection, c'est-à-dire une absence de prise en compte exhaustive par les ménages et par les entreprises des conséquences collectives de leurs choix individuels de consommation et d'offres de travail.
Alors, il semble évident que les décisions décentralisées font moins bien que les décisions de l'autorité publique en ce qui concerne le terme épidémiologique de l'arbitrage. Donc, on le voit ici, par exemple, décision individuelle représentée en bleu en trait plein, décision prise par l'autorité publique représentée en noir en trait pointillé. Et donc, on le voit très clairement sur le nombre d'infections et sur le nombre de décès, par exemple. Ce que montre la littérature mixte macroépidémiologique, c'est que les décisions décentralisées font aussi moins bien quand on considère simultanément les deux termes. Et donc les choix décentralisés sont inférieurs aux choix de l'autorité publique. Dernier sujet majeur, est-ce que dans ce contexte, la décision optimale de l'autorité publique est unique? La réponse est non. En fait, elle va dépendre de la préférence de l'autorité publique pour chacun des termes de l'arbitrage. Et dans les modèles mixtes, l'ensemble de ces préférences possibles sont représentées sous forme de frontières, c'est-à-dire de continuum de choix. Alors ici, on a une première frontière en trait plein sur la partie gauche, donc la partie décroissante ici. Plus les mesures de contrainte sont fortes, plus le coût économique est important et plus le nombre de décès est faible. Quand on va se déplacer ici vers des niveaux de contraintes qui sont plus bas, on va avoir un recul de production moins important, un nombre de décès qui, lui, sera plus important. Donc, sur cette partie de la frontière, l'effet qui est dominant sur la croissance, c'est l'effet indirect, en fait, de la pandémie, l'effet des mesures de contrôle. Sur la partie droite, on est sur la partie de la frontière pour laquelle c'est l'effet direct de la pandémie sur la croissance qui est dominant. Donc on est sur des niveaux de contrôle qui sont de très faibles jusqu'à inexistants. Et donc sur cette partie-là, on a à la fois davantage de décès et un recul de production qui est plus important. Plus on cible les mesures contraignantes, ici, plus on fait décroître l'asymétrie d'information sur le statut infectieux des agents et plus la frontière se déplace vers le bas. Autrement dit, on fait mieux sur les deux objectifs à la fois, ce qui n'est pas possible quand on se déplace sur l'une des frontières. Donc ça, c'est donc pour le socle commun des modèles mixtes macroéconomiques, épidémiologiques, qui sont donc nécessairement stylisés, une fois de plus, du côté épidémiologique, puisqu'ils prennent en compte la double dimension, mais qui ont l'intérêt justement d'éclairer sur un arbitrage dont les termes sont incommensurables. Du côté macroéconomique, d'autres pistes en plus du socle principal que je viens de vous présenter qui commencent à être explorées. Donc ces pistes consistent à intégrer des mécanismes d'amplification du choc macroéconomique lié à la pandémie. Un premier exemple, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle des chocs keynésiens liés aux fermetures d'entreprises et aux destructions d'emplois, avec l'idée que la fin des mesures restrictives ne rend pas, en particulier, les fermetures d'entreprises immédiatement réversibles. Le jour où le confinement prend fin, les entreprises ne reprennent pas leur activité par définition. Et donc, ces fermetures d'entreprises, on va chercher à les limiter le plus possible par des mesures de relance budgétaire, mais aussi par des politiques monétaires ultra accommodantes. D'où l'importance du rôle de la Banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort de manière très extensive pendant la durée de la récession. Un deuxième facteur possible d'amplification des chocs macroéconomiques à prendre en compte, c'est la dépréciation des prix d'actifs parce qu'elle désincite à l'investissement et qu'elle ralentit la croissance. Le fait que les prix d'actifs puissent rester déprimés de manière durable est montré théoriquement dans les modèles mixtes macroépidémiologiques où les prix d'actifs dépendent tout simplement de la profitabilité future des entreprises. Il est montré aussi historiquement dans une approche sur 6 siècles par Jorda et co-auteurs, donc dans la capture d'écran que vous avez ici. Ce que vous voyez, donc, ce sont les taux d'intérêt réels en Europe sur une période de 6 siècles, en commençant au XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on voit ici une série de minima, donc, qui ne correspondent pas exclusivement à des pandémies. On a aussi en particulier des épisodes de conflits. Mais en l'occurrence, quand on se focalise sur les pandémies, on observe des effets défavorables qui sont persistants sur plusieurs décennies. On le voit bien par exemple dans le cas de la France ou des Pays-Bas avec des effets persistants défavorables sur 4 décennies ici. Alors on a 2 causes en fait à cet effet défavorable sur les prix d'actifs. Une première cause, c'est qu'en fait les décès causent une réduction de la population active, donc un excès de capital. Et la deuxième raison qui cause cet effet sur les prix d'actifs, c'est l'accumulation d'une épargne de précaution importante. Ça, c'est une situation dans laquelle, très concrètement, nous nous trouvons aujourd'hui.
Alors, dernier champ de littérature que nous avons passé en revue. Donc, sur le sujet de la Covid, il existe une littérature macroéconomique sans endogénéisation de la propagation virale, donc, qui a pour objet d'étudier la diffusion de la crise. C'est une littérature qui est moins homogène sur le plan méthodologique que les modèles mixtes parce qu'elle vise à comprendre le fonctionnement de canaux de transmission qui sont divers. Une première approche consiste à considérer que les mécanismes de diffusion, les mécanismes économiques de diffusion des grandes crises sont communs à différents moments de l'histoire. Et donc, dans cette approche, on élabore des scénarios à partir de données historiques. Alors, ça peut être des scénarios épidémiques qu'on élabore à partir de l'histoire des pandémies et qu'on insère ensuite dans des modèles d'équilibre général de manière à observer leurs effets macroéconomiques. Donc ici, vous avez un exemple pour les principaux agrégats macroéconomiques dans le cas des États-Unis, avec des chocs initiaux. Ici, par exemple, dans le cas de la consommation et de l'investissement ou du PIB, qui vont être suivis soit d'une période de retour à la normale, soit, selon les agrégats, ici pour l'investissement, par exemple, d'une période de rattrapage. Une deuxième solution consiste à élaborer des scénarios qui sont directement macroéconomiques, donc issus de chocs qui ne sont pas exclusivement causés par des pandémies. Et donc ces scénarios, ensuite, on les insère dans des modèles de type VAR, de manière à construire des intervalles de prévision pour les agrégats macroéconomiques. Alors dans les deux cas, en fait, la difficulté consiste à élaborer des scénarios qui sont suffisamment similaires à la pandémie de Covid, qui est singulière pour toutes les raisons qu'on a déjà mentionnées, son amplitude et sa rapidité de diffusion internationale en particulier. Un autre type d'approche purement macroéconomique consiste à considérer que la diffusion de la crise dépend des interactions avec le reste du monde. Et donc, dans cette approche, on utilise des modèles qui sont des modèles de type Leontief. Donc, ce sont des matrices en fait, de consommation intermédiaire qui sont intégrées à différents types de production. Et ensuite, dans ces matrices, on va injecter des données sectorielles de commerce international de manière à prévoir la diffusion des chocs. Donc ici, par exemple, vous avez une représentation matricielle des consommations intermédiaires domestiques qui sont intégrées aux productions domestiques, des consommations intermédiaires internationales qui sont intégrées aux productions domestiques, et ainsi de suite. Donc les CI, en fait, ce sont des matrices sectorielles. Ici, on a un modèle qui comporte 17 secteurs et qui comporte 11 pays. Alors, approche intéressante parce qu'elle permet de comprendre la diffusion des chocs par les interactions mondiales au sein de ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Et donc, l'exposition d'un pays va dépendre de sa spécialisation, ce qu'on produit, ce qu'on consomme, d'où viennent les consommations intermédiaires qui sont incorporées. En sachant donc que quand les données sectorielles sont manquantes, dans les tout premiers stades, on utilise des données qu'on appelle des données indirectes, donc par exemple des données issues des systèmes de paiement ou des données de mobilité dans certains cas. Une troisième approche et dernière consiste à considérer que la diffusion de la crise va passer principalement par les décisions des entreprises, en particulier les licenciements et les faillites, quand elles sont confrontées à un ensemble de chocs d'offres. Donc, les chocs d'offres, c'est la baisse du nombre d'heures travaillées, en particulier, et de chocs de demande causés par les confinements, par l'épargne de précaution, ainsi de suite. Et donc, ces chocs d'offres et de demande présentent la particularité d'être très fortement différenciés entre les secteurs d'activité que vous voyez ici en abscisse. Pour ce qui concerne les chocs de demande, on a même sur certains secteurs des chocs de demande qui sont des chocs de demande positifs. Et donc, ces chocs, on va ensuite les injecter dans des modèles de minimisation des coûts des entreprises de manière à simuler les trajectoires sectorielles de faillite. Donc, vous les avez ici pour différents secteurs d'activité. À partir donc des chocs de demande par secteur d'activité et à partir des prévisions de trésorerie par secteur d'activité aussi. Alors, c'est une démarche en fait qui est particulière sur le plan méthodologique. Elle est au creusement des approches macroéconomiques et micro-empiriques, puisqu'en fait, on agrège des simulations sur des données entreprises au niveau individuel pour obtenir les résultats que vous voyez ici, en particulier sur les prévisions de faillite par secteur d'activité. Et donc, c'est une approche qui permet de comprendre comment les expositions des entreprises sont différenciées en fonction des secteurs, avec une traduction, bien évidemment, du point de vue des destructions d'emplois. Dans certains modèles de cette famille-là, de comprendre aussi comment les expositions sont différenciées en fonction de la taille des entreprises.
Et finalement, c'est une littérature qui pose la question des effets d'hystérèse généralisés qui sont liés aux effets directs et indirects de la pandémie. Les effets sur l'emploi en particulier sont irréversibles, au moins à moyen terme. Alors, avant de conclure, un dernier point auquel on ne pense pas nécessairement, comme les prévisions des modèles épidémiologiques, les prévisions des modèles macroéconomiques dépendent des données qu'on y injecte. Et l'élaboration de statistiques se fait dans des conditions dégradées en période de pandémie. D'ailleurs, les organismes statistiques ont produit des guides méthodologiques spécifiques au printemps dernier. Ils collaborent aussi très largement pour diffuser des rapports communs, par exemple dans le cadre du Comité pour la coordination des activités statistiques. Donc vous voyez ici les 36 organismes contributeurs. Alors quelques exemples de données qui sont diffusées dans ce cadre, des données purement macro. Donc ici, vous voyez le recul de la production en début de pandémie. Il s'agit de données Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Des données sur le marché du travail. Donc ici, le recul des heures travaillées au premier trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2020. Donc ici, ce sont des données Organisation internationale du travail. Des données financières, les créances internationales sur les économies émergentes, donc pour 3 pays dont la Chine. Donc ici, ce sont des données Banque des règlements internationaux. Et enfin, un dernier exemple, donc des données de mobilité. Ici, il s'agit de cartes thermiques sur les restrictions de circulation qui sont publiées par l'Organisation internationale des migrations. Et donc, il s'agit de matrices hebdomadaires. On commence au mois de mars 2020 et donc on finit, la dernière, c'est le 26 avril 2021. Le vert représente l'absence de restriction, le jaune, restriction de niveau intermédiaire, et le rouge, il s'agit de restriction totale. Et donc, les lignes et les colonnes des matrices représentent les différents pays. En voici donc un extrait. Donc vous voyez ici les pays sur les lignes et sur les colonnes individuelles pour la dernière semaine, donc pour laquelle les informations sont en ligne. Alors, de manière générale, on peut dire que la pandémie a changé et est en train de changer la manière de fabriquer des statistiques. En plus de la collaboration, de la réflexion méthodologique, les organismes statistiques adaptent la fréquence et le contenu de leurs enquêtes, qui sont plus fréquentes avec des questions différentes. C'est le cas de la Banque de France, par exemple, pour ce qui nous concerne. Et par ailleurs, on a recours de plus en plus à des enquêtes ménages et entreprises. On l'a vu en particulier dans la dernière approche que je vous ai présentée sur les trajectoires de faillite sectorielles élaborées à partir de modèles d'équilibre partiel. Cela étant, il reste des questions ouvertes. 2 questions en particulier qui sont des questions de mesure qui ne sont pas spécifiques à la période de pandémie mais qui sont dégradées par la survenue de la pandémie. La première question, c'est la question de la comparabilité internationale des données dans la mesure où les organismes statistiques répondent dans une certaine mesure de manière hétérogène aux difficultés de collecte des données pendant la période de pandémie. Et la deuxième question majeure, c'est celle du creusement de l'écart entre les statistiques provisoires et la publication des statistiques révisées. Alors, en conclusion, donc les décisions habituelles de l'autorité publique sont fondées sur la prévision, mais aussi sur l'expérience. Et ici, on n'a pas d'expérience qui soit directement comparable. Et donc, la prévision prend une importance qui est une importance déterminante dans un contexte où elle repose à la fois sur des données qui peuvent être incomplètes ou produites dans des conditions dégradées et sur une littérature qui est une littérature jeune. Dans un contexte aussi où les termes de l'arbitrage, décès versus activité économique, sont, au moins à première vue, incommensurables. Et c'était la conclusion de la version article de cette communication, ce qui ne veut pas dire que le chemin parcouru en moins d'1 an ne soit pas considérable. À la fois dans la compréhension de la relation réciproque entre les décisions économiques de l'État, des ménages et des entreprises d'une part, et la dynamique de la pandémie d'autre part, mais aussi dans la compréhension de la transmission des chocs exceptionnels et la compréhension des différences très fortes d'exposition entre pays dans une situation de pandémie majeure. J'en ai terminé. Je vous remercie.